저기요. 물 좀 주세요. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Podcut. On est content de vous recevoir. Merci. On est content de cette blague, on l'a travaillé à 4. Donc, ce qu'on a pensé faire avec cette rencontre, c'est nous, on n'est pas du tout experts, on ne connaît pas la Corée du Sud et on n'a pas d'informations ou très peu sur Internet. Donc, on a contacté les gens qui en avaient et les gens qui parlaient coréen. Bonjour à tous les deux. 안녕하세요. Bonjour. Donc, nous, on est Véture. Donc, je suis Arzel. Et je suis Marvin. Donc, les Charlie et Lulu de la mode dans le podcast. J'espère qu'on ne vieillira pas comme eux. Ouais, n'allez pas les regarder sur Internet. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser pas mal de questions. On s'est vu plusieurs fois, donc avec Alex et avec Joe, qui sont à ma gauche pour ceux qui sont sur le stream, et en public. Et on va aller interroger plusieurs rapports, donc et à la mode et aux cosmétiques de la Corée du Sud. Donc commençons. Et déjà, vous, quel est votre podcast? Quand vous le faites et pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, notre podcast, c'est Gonbe. Bonjour, moi c'est Lexine de Gonbe. Et en fait, en 2018, fin 2018, nous avons voyagé avec Jo en Corée du Sud, ainsi qu'avec Herculia, du label aussi. Et nous avons pu observer pas mal de choses qui nous ont beaucoup étonnés de notre point de vue français, européen, occidental. Et on y a revoyagé en fin 2019 et on a pu approfondir un petit peu tout ça. Donc on va vous en parler. Ok, et c'est très gentil parce que si vous allez regarder en même temps que vous écoutez le podcast, il y a assez peu d'informations sur la Corée du Sud en ligne, en tout cas pas si vous voulez acheter des fringues coréennes ou connaître des marques coréennes, il y a des chances qu'il y ait très peu de revendeurs en Europe et des informations en anglaise un petit peu, en français quasiment rien. Donc c'était un plaisir de préparer ce podcast. Beaucoup d'infos. Donc heureusement, on a fait des appels et des rendez-vous de 2 à 3 heures à peu près. Donc on a beaucoup de choses à dire et à partager avec vous. Et on va commencer par vous présenter déjà le sommaire de l'émission parce que c'est le conducteur le plus énervé qu'on ait fait en 2 ans de podcast. Il y a des points, il y a des sous-titres, les gars. Incroyable. Donc ouais, nous on est Véture, on parle de fringues et de cosmétiques en général. D'abord pour les hommes et maintenant pour tout le monde depuis 2 ans. Et ouais, c'est quand même une bonne aventure, hein. C'est très sympa. On rencontre des gens, c'est bien. Ils sont en face de nous. Alors pour le coup, ça va s'articuler de la manière suivante. D'abord, on va interroger le rapport aux vêtements, et plus précisément des Coréens. Donc on sait qu'il y a une petite industrie de la contrefaçon en Corée. On va aussi s'intéresser aussi au couple outfit, parce que c'est vraiment un truc apparemment très gros en Corée. Ensuite, la manière de consommer, si ils ont l'habitude d'aller dans des magasins ou plutôt en ligne. On va ensuite s'interroger au rapport à la cosmétique. Et dans un dernier lieu, on est obligé, Véture oblige, et on va parler de sneakers. Voilà. On l'a mis à la fin pour être sûr que ça prenne pas tout le podcast. Comme ça, on a des passionnés. Ouais, voilà, comme ça, si vous voulez partir avant, vous pouvez. Non, la porte est fermée, c'est trop tard. Donc, vous êtes allés 2 fois en Corée du Sud et quand on s'est rencontrés, vous avez parlé pas mal de contrefaçon, pas que, et aussi de types de tenues qui revenaient assez régulièrement. Donc, ouais, Joe, si tu veux nous en dire un mot. Ils ont un rapport à la contrefaçon assez décomplexé et très étrange par rapport à ce qu'on peut imaginer et voir en Europe. La contrefaçon en Corée s'affiche partout, pas forcément comme on peut l'imaginer dans les rues et tout ça, dans des petits marchands. Il y a des magasins complets avec qui ont pignon sur rue, dans des malls monstrueux, avec des tas de marques contrefaites, et c'est totalement accepté, et les gens n'ont pas ce rapport particulier et gênant avec la contrefaçon qu'on peut avoir partout. C'est totalement décomplexé. Ok, et en faisant nos recherches, du coup, on a trouvé principalement des articles en anglais qu'on mettra dans nos descriptions respectives, qui disaient qu'effectivement, en Corée, si vous voulez de la contrefaçon, prenez de la contrefaçon coréenne. Alors, en tant que Véture, ne prenez pas de contrefaçon.
Mais si C'est jamais un interdit jour- par la loi. Oui. Et en plus, abordant l'aspect légal, ce qu'on a pu trouver, c'est que le gouvernement coréen avait intercepté des contrefaçons. Donc, il y a une grosse différence entre visiblement la loi et l'usage. C'est-à-dire, vous en avez remarqué beaucoup des contrefaçons parce que toi, Joe, tu portes beaucoup de streetwear. Donc Ouais. tu peux être regardant sur la question. Mais en fait, je pense que ça se joue beaucoup sur les détails, en fait. C'est ça qui joue sur. Je pense qu'il doit y avoir des c'est très dans le détail. Pour vous donner des exemples bêtes, comme expliqué, je suis très branché streetwear, tout ça, et toutes les marques un petit peu hype, suprême, tout ça. J'ai eu l'occasion de comparer, par exemple, des sacs. J'ai un sac à dos. Sur plusieurs boutiques, il y avait exactement le même qui était contrefait, mais à chaque fois, vous aviez un petit détail qui changeait, une corde d'une couleur différente, un logo placé différemment. Vraiment, ça se joue vraiment dans le détail. Et je pense que c'est ça. Il joue vraiment sur le fil de. On sait que c'est pas le vrai, mais c'est pas du faux non plus parce qu'il y ressemble, mais c'est pas le vrai non plus. C'est du presque vrai. Voilà, c'est ça. Et... Tu nous disais aussi que la contrefaçon avait aussi un aspect assez social, c'est-à-dire que afin de pouvoir s'intégrer, on achète de la contrefaçon, quoi. Bah oui, parce que je pense que c'est aussi quand même pas mal de jeunes, et c'est surtout dans les quartiers très jeunes, dans le quartier d'Hongdae, tout ça, où on voit beaucoup ça. Et je pense que ça touche aussi les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans la marque, l'officiel, disons. Et le fait que ce soit dans des quartiers jeunes et le fait que c'est pignon sur rue, peut-être que ça y joue un petit peu, je pense. Pardon. Alors, tu parles de pignon sur rue. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites dans le public ou en podcast de comment les marques qui font de la contrefaçon ont pignon sur rue, mais c'est bien dans les malls. Ils ont bien des étages entiers Oui, bien sûr, réservés. C'est pas une petite boutique un petit peu cachée. C'est pas Clignancourt, quoi. C'est complètement ouvert et tous les jours. Ouais, complètement. Hein. Pour vous donner une idée, vous pouvez avoir un Uniqlo et à côté vous avez une boutique qui fait que de la contrefaçon, mais de toutes les marques possibles, imaginables, quoi. C'est pas caché, c'est à la vision de tous. Je mettrais quand même un petit bémol sur le décomplexé pour la contrefaçon. Il y a deux générations qui utilisent beaucoup la contrefaçon. Il y a d'un côté les jeunes qui essayent quand même de le cacher parce qu'il faut être hype. Donc on n'est pas hype quand on a un t-shirt Guess avec un point d'exclamation. Par contre, les personnes plus âgées, les cinquantenaires, les soixantenaires qui ont des sacs Louis Vuitton, des chaussures Chanel, qui sont bien évidemment pas des chaussures Chanel, des sacs Louis Vuitton, s'affichent plus facilement que les jeunes qui essayent justement d'avoir des contrefaçons entre guillemets, pas de qualité, mais disons qui passent inaperçus. Ouais, proche du vrai. Voilà, plus vrai que nature. J'ai un exemple qui me revient en tête, par exemple par rapport à Chanel, ce que tu disais. On a croisé dans des magasins des portefeuilles ou des sacs Chanel où vous voyez le logo Chanel qui est, au lieu d'avoir le logo classique, vous avez le logo qui est refermé, les deux sacs sont refermés, et vous avez une sorte de pré-découpage. Donc si vous voulez avoir le faux, vous avez le faux, et si vous découpez, c'est un vrai faux, quoi. Et le vrai, le vrai faux et le faux faux, hein, vous trouverez. Chacun arrivera à le distinguer, j'imagine, avec l'expérience. Quand on a discuté ensemble, vous parliez de pas mal d'uniformité dans les tenues, et j'aimerais bien qu'on puisse l'expliquer parce que là, on est à Paris, mais en France, de manière générale, on s'habille pas tous pareil, où il y a en tout cas, il y a quand même plus de tenues plus individuelles. Là, qu'est-ce que vous avez ressenti déjà la première fois quand vous êtes descendu de l'aéroport à Séoul et que vous êtes arrivé en ville par rapport à ces vêtements-là, ces tenues? Disons qu'en fait, nous on cultive vachement l'individualité. Par exemple, si on regarde dans la pièce, tout le monde a un style qui lui est propre, à sa façon. Même déjà, nous quatre, on a chacun notre style. Le truc, c'est que là-bas, il y a une sorte de culture du groupe qui fait qu'on se fond dans la masse, même si, effectivement, quand on y regarde de plus près, ils n'ont pas le même manteau, ils n'ont pas la même doudoune, ils n'ont pas les mêmes chaussures. Quand on regarde, il y a plusieurs façons de s'habiller qui sont très uniformes. Des fois, on voit des groupes de personnes dans la rue, on a l'impression que c'est des copies. Dans le sens où il y a plusieurs styles, le style streetwear, par exemple, avec ces doudounes oversize, de couleurs noires, roses, grises, blanches, beige.
Et on a l'impression de voir toujours la même doudoune, toujours le même streetwear. Et même si ils n'ont pas les mêmes chaussures, au final, quand on voit le groupe de loin, on a l'impression de voir la même silhouette. Et de la même façon, il y a un autre style. Nous, pour résumer, on appelait ça le style beige parce que, en fait, il y avait ces longs manteaux noirs, beige, rose pâle, des robes assez cintrées, des mocassins ou des petits souliers vernis. C'était toujours un petit peu le même style, un peu qu'on pourrait qualifier de bon chic, bon genre. Et pareil, de loin, on avait l'impression que c'était... tout le monde avait un petit peu le même style, même si quand on voit l'offre dans les magasins, l'offre est extrêmement variée. Il y a des boutiques dans tous les coins de rue extrêmement riches de beaucoup de styles. On se rend compte qu'au final, ça reste assez uniforme dans le style. On pourrait dire donc que le style coréen est assez viral pour le coup. C'est-à-dire que quelqu'un a quelque chose et ça s'étend du coup à la jeunesse et plus particulièrement après à un groupe social particulier. Enfin, un groupe social, pardon. Oui, je pense que c'est aussi, pour aller sur un penchant du coup, que Alexandra connaît un petit peu plus, je pense que c'est aussi tous ces groupes de K-pop et tout ça, et toutes ces idoles, tout ça qui donnent vraiment un style, et à partir du moment où ce style est adopté par une idole, je pense qu'il y a tout le monde veut y ressembler tellement que tout devient uniforme et tout est uniformisé. Ok, donc c'est cool de faire comme les autres. Voilà, je pense, ouais. Okay. Et justement, le fait de... Pardon, je t'ai coupé. Le fait d'être différent, justement, au lieu de cultiver cette différence, elle sort quelqu'un plus de la société, on a l'impression, on est plus mis de côté quand on est différent niveau vestimentaire. Okay. Il faut rentrer dans une sorte de cadre. Oui, mais pas comme les idoles, justement. Et du coup, ça se voit dans d'autres points, comme par exemple la cosmétique aussi, notamment Alex. Oui, tout à fait. Mais par contre, là où la cosmétique, on va essayer de coller un peu au style des idoles, au niveau des vêtements, pas du tout, parce que les idoles, les groupes, arrivent avec un concept sexy, concept écolière, concept mignonne, et elles ont des styles très tranchés, justement, avec des concepts, chacune des personnages très tranchés. Alors que, justement, il n'y a pas de personnage qui se joue dans la mode coréenne en général, hors des idoles, justement. Les idoles, on dirait que c'est un monde vraiment à part, je trouve, au niveau de la mode. Quand elles portent des mini-jupes en cuir, j'ai vu peu de coréennes avec des mini-jupes en cuir à Séoul. Enfin, dans certains quartiers vraiment très ciblés, dans des endroits très ciblés. À l'inverse, pareil, en cosmétique, effectivement, il y a un style en cosmétique, c'est le teint parfait. Le teint blanc, le teint brillant, enfin éclatant, des lèvres rouge, rose, orange, mais toujours des teintes qui font naturel, et les yeux maquillés au minimum, que ce soit discret. C'est vraiment tout dans le naturel, la beauté naturelle en fait. C'est vraiment un style qui se veut un peu ce que nous on appelle le maquillage nude en fait. Ok, c'est assez paradoxal. Je sais pas si certains dans le public ont pu percevoir cet aspect de la Corée, où nous dans nos recherches, on est très vite tombé sur de la chirurgie esthétique. Et donc si on met en face la chirurgie esthétique et la beauté naturelle, c'est plutôt ça va plutôt dans deux directions opposées. Vous connaissez des personnes en Corée du Sud. Quel rapport ces personnes-là entretiennent avec la chirurgie? Est-ce que vous avez pu en parler, ou est-ce que vous avez pu voir justement des cliniques, des publicités pour ce genre de choses, et à quel point justement ça c'est décomplexé ou c'est caché? Nous, on est un peu sur un entre-deux, il me semble, en Europe. Alors, pour ce qui est de la chirurgie, c'est un peu Oppa Gangnam Style. Dans le quartier de Gangnam, qui est le quartier riche, qui est le quartier hype, on marche dans les rues, on a la clinique du sein, la clinique du nez, la clinique de la peau, la clinique de l'âge. Chaque spécificité du corps a sa clinique, la clinique du poids, la clinique de tout. Et justement, cet idéal de beauté naturelle, c'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on est belle, même si on a un peu changé la donne à un moment donné. Pour eux, c'est naturel de faire de la chirurgie pour changer les choses, comme nous, on ajusterait un curseur en se coupant les cheveux, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est accepté et totalement, par contre, pour le coup, décomplexé. Et j'ai une amie, Eunjong, qui m'expliquait qu'elle n'avait pas fait de chirurgie avant de passer ses entretiens d'embauche, mais qu'elle aurait pu et qu'elle aurait peut-être dû, mais que sur le moment, elle n'avait pas envie de se conformer à cette vision de la société qu'on attendait d'elle, et qu'elle avait envie de rester
naturel au sens que elle l'entendait. Que elle l'avait vécu en France et qu'elle pensait ça bien. Après, ça la choque pas que telle ou telle personne décide de se faire refaire les yeux, le nez, la bouche. Et c'est assez fréquent dans le métro, dans la rue, de voir des jeunes femmes avec un cache-œil, parce qu'elles ont fait refaire leurs paupières, avec un pansement autour du nez, parce qu'elles se sont fait une rhinoplastie. C'est tout à fait décomplexé, la chirurgie esthétique. Hein. Ça en est à tel point décomplexé que le fait de faire de la chirurgie, ça en devient même une sorte de cadeau. Par exemple, vous réussissez vos études, ben, on va vous offrir la rhinoplastie, on va vous offrir l'opération pour les yeux. C'est totalement... Ok, c'est normalisé en fait. Voilà, c'est très normalisé, ouais. Ok, vas-y, je t'en prie. Du coup, ça explique peut-être le fait qu'ils ont des maquillages assez sobres, puisque du coup, ils n'ont pas besoin forcément de se mettre énormément en valeur, histoire d'avoir en fait un maquillage nude, mais plus en avant les traits qu'ils ont réussi à récupérer en faisant de la chirurgie finalement. Oui, et il y a aussi cet aspect où le soin est plus important que le maquillage aussi culturellement, que ce soit au Japon ou en Corée. Il y a toute une culture du soin où nous, on a un côté tout en un, crème de jour, et on s'en va. Eux, c'est double nettoyage de la peau, lotion, sérum, gommage, beaucoup de masques pour le visage. Et c'est d'ailleurs très troublant quand on va dans les boutiques de cosmétiques où on se retrouve avec des offres. On a l'impression de faire les gros volumes chez Cora. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des 15-20 masques dans des boîtes, des 20 masques pour les pieds, des crèmes par 10, par 12, parce que les personnes qui vont les acheter les utiliseront, ou alors des gammes complètes de produits qui se vendent ensemble avec des sérums, des lotions, que quand on ne connaît pas, effectivement, on se retrouve sur Internet à chercher dans quel ordre on met quoi. Je me démaquille, je commence par ci. C'est vrai que c'est des rituels de beauté qui passent aussi, c'est pour ça que le maquillage peut-être passe après, c'est qu'avoir une belle peau, d'abord par le soin, puis par le maquillage, c'est quelque chose de plus valorisant peut-être aussi que d'avoir des yeux extrêmement maquillés, travaillés avec un smokey eye, ce genre de choses. Bonjour la pression. Ça veut dire que vous devez être beau ou belle au naturel. D'ailleurs, au niveau des hommes, parce que j'imagine que ici, en tout cas, levez la main les hommes qui se maquillent. Ah, un monsieur. On a une personne au fond. Un monsieur au son. En tout cas, il y a une personne sur une dizaine, une quinzaine d'hommes. Moi non plus, je me maquille pas. J'ai peur de faire n'importe quoi. Et en fait, est-ce que, donc ma question, parce que j'y arrive, est-ce que comment les hommes se maquillent aussi, donc utilisent ces mêmes produits, ou c'est plus du soin et on va pas aller mettre du fond de teint? Tu parlais pas mal de fond de teint visiblement. Je sais pas, vous. Pardon. Vas-y, Alexandre, je t'en prie. Non, c'est dans la rue, on a vu quand même pas mal d'hommes, enfin d'hommes qui étaient un minimum maquillés ou qui avaient travaillé beaucoup leur apparence au même titre que les femmes. C'est une société très hétérocentrée qui est aussi très patriarcale, mais on a beaucoup ce concept qui émerge avec les boys bands, etc., du flower boy, c'est-à-dire du garçon qui est dans la fleur de l'âge, qui est un peu pur, donc qui a aussi une belle peau, qui a un peu de gloss, peut-être une touche de mascara, qui a ce côté un peu comme les jeunes qu'on voit dans les boys bands au final. Ça émerge beaucoup, donc... Ok. Et du coup, c'est ce que les Coréennes recherchent, c'est-à-dire ce genre d'apparence un peu féminine, de personne qui prend soin de lui, et du coup, ça prend encore plus de l'ampleur, comme tu dis, avec les boys bands, ou alors c'est vraiment... je pense une petite vague qui va s'estomper ou... Je saurais pas dire, je pense que c'est peut-être un effet de mode aussi, mais honnêtement je saurais pas dire, parce qu'il y a un peu des deux, on voit un petit peu des deux, on voit quand même des jeunes qui sont donc peu apprêtés, disons, et d'un autre côté on voit des jeunes qui sont plus... je ne saurais pas dire exactement, je ne saurais pas le verbaliser exactement, c'est assez... En tout cas, allez en Corée, faites-vous aussi un avis sur la question, on ne peut pas généraliser, on est quand même dans un podcast, on n'est que 4, dont 2 qui posent des questions à 2 autres personnes, on ne va pas non plus
leur demander de tout savoir et on fait avec aussi les informations qu'on a, mais j'imagine que la réalité est complexe, même si on a beaucoup plus de facilité, d'après ce que vous dites, à définir des cadres. Oui, après, on peut poser aussi une question. J'ai posé une question à Jo. Combien a-t-on vu d'hommes de nos âges, si on peut estimer, barbus? Ça, c'est une question que... Ça se comptait sur les doigts d'une main. Ok. Donc, pour le concept du Flower Boy, il y a aussi ça. Là, combien Ah oui, y a-t-il d'hommes barbus dans cette salle? Ils sont nombreux. On est sur du moitié-moitié, globalement. Il y a de la barbe, il y a de la barbe de 3 jours, il y a de la moustache. En Corée, les peaux sont glabres, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Ce qui veut dire que quand même, il y a une image qui est recherchée quand même. Il pourrait avoir des barbes et des barbiers, il y en a très très peu. Dans des quartiers très spécifiques, on a croisé des moustaches, des barbes, des boucs. Et en fait, c'est ça aussi, cette image du Flower Boy. C'est une image un peu... je voudrais pas dire féminine, j'ai pas les mots, mais... Ouais, t'as dit pur tout à l'heure. Ouais, ça, voilà, un ça petit correspondait peu. bien. À... Voilà, Flower Boy, je trouve que le terme parle en lui-même. Et même capillairement parlant, cette uniformité, on la sent aussi dans les coupes de cheveux. Les garçons sont coupés pareil. Des coupes de cheveux identiques, très, je dirais, en exagérant beaucoup, très coupe au bol des années 90 en France, l'image qu'on peut en avoir. Tout le monde est coupé pareil. On retrouve aussi cette... Oui, il y a une certaine homogénéité. Voilà, jusque dans la coupe de cheveux, quoi. Et en parlant d'homogénéité, on a mentionné les couple outfits tout à l'heure, donc des couples qui s'habillent de la même manière. Vous en avez vu beaucoup, et est-ce que c'est quelque chose à titre personnel que vous pourriez expérimenter? Parce que c'est assez spécifique. Parce que pour étayer, en France, si vous voyez un couple outfit, je suis sûr que les 3/4 des gens regarderaient ces personnes et rigoleraient en fait. Alors que apparemment en Corée, c'est quand même assez fort comme phénomène. C'est assez fort et assez courant, et c'est même ça a une connotation très très mignonne pour eux. Ils sont très friands de ça, et ça c'est très régulier de voir les gens vraiment habillés identiquement de la tête aux pieds. Ça, pardon. Je sais que ça se fait beaucoup dans certains pays, mais dans des cas vraiment très particuliers. Par exemple, je donne un exemple du Japon, où ça se fait beaucoup pour des événements ou pour une sortie dans un parc d'attractions, quelque chose comme ça. Mais là, c'est la sortie presque, en Corée, c'est presque la sortie du dimanche, où on va mettre les mêmes chaussures, on va mettre la même veste, le même pull, tout ça, et c'est très sympa. Enfin, au début, ça paraît, on n'est pas habitué en fait à ça. C'est presque, je dirais, pour nous, au début, ça paraît choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais après, on s'y habitue, on trouve ça même sympa en fait. Ça paraît même sympa et mignon, quoi. Enfin, de mon avis. Est-ce que vous le feriez du coup? Je laisse parler Alexandra un petit peu. Non, oui, nous on le ferait, mais bon, visiblement, on m'a déjà grillé la politesse sur ce coup-là. Hein, on va pas vous mentir que là, il y a 2 personnes sur cette table de 4 qui se sont coordonnées pour leurs chaussures. Là, vous ne le voyez pas sous la table. J'ai fait des infidélités à Alexandra au niveau des chaussures. J'ai fait des infidélités à Arzel, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va aller. Bah écoutez, en parlant de sneakers, du coup, bah oui, écoutez, vous avez vu la transition, elle est magique, hein. Oh là là, on est fort. En parlant de sneakers, et Alexandra va participer, hein. Arzel aussi. Qu'est-ce que vous pensez du sneaker game en Corée, en fait, de manière générale? Est-ce qu'ils ont des habitudes de consommation différentes des nôtres? Alors, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver en France et, je pense, en Europe, où nous, on a tendance à... Il y a 2 écoles en France et en Europe, je dirais. Marvin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Vous avez les gens qui achètent et qui portent, et vous avez des gens qui achètent et qui stockent. Et en Corée, de ce que j'en ai vu, j'ai vu des choses qu'en France, je ne verrai jamais. Vous voyez des gens, pour vous donner un exemple, on avait un petit monsieur qui travaillait dans le combini juste en bas de l'hôtel où on était. Il portait une paire qui a une valeur de revente à plus de 5 000 €, ce qui, chez nous, n'existerait jamais. C'est quelque chose que vous avez, vous stockez, vous gardez, c'est vraiment de la collection. Et là-bas, c'est totalement... le côté collection, je pense, est
plus on collectionne mais on utilise, alors que nous on a tendance à collectionner et garder et presque, c'est fort ce que je veux dire, mais presque sacraliser un petit peu la sneakers et tout ça. Là-bas enfin pour les gens qui sont un peu plus habitués au terme de la sneakers, c'est rock down stock quoi. Vous achetez, vous portez et vous achetez pour ça, et ça reste un objet d'utilisation. Enfin vous l'utilisez et c'est beaucoup moins présent malgré tout au niveau. Les gens sont beaucoup moins dans la collection de ce que j'ai vu en Corée par rapport à la France ou même à l'Europe, aux États-Unis, qui est complètement différent aussi au niveau de la consommation. C'est les gens ont moins le côté hype d'une paire. On voit moins des gens dans la rue avec des paires plus ou moins rares, mais quand on voit quelqu'un avec une paire assez rare, c'est presque c'est quelque chose qui chez nous se ferait jamais en fait. Je sais pas si je suis très clair dans mes explications. Ok. Et du coup, est-ce que déjà t'es parti avec une valise vide pour rapporter beaucoup de baskets? Oui. Okay, donc en termes de lieu de revente, et on n'a pas parlé de e-commerce, on y viendra peut-être, en termes de lieu de revente et de ce que tu as pu trouver là-bas, est-ce que c'était différent de ce que tu peux trouver à la maison, ou justement comme il n'y a pas ce principe de spéculation, c'est beaucoup plus ouvert sur des paires un petit peu plus rares ou différentes en tout cas? Alors en fait au niveau de l'achat de tout ce qui est paires rares, ça pour expliquer en 2 mots comment ça fonctionne en France. En France, maintenant, il y a un système qui s'est installé, système de raffle. Donc en fait, vous vous inscrivez soit via mail ou soit via maintenant beaucoup Instagram à une boutique. Vous vous inscrivez pour être potentiellement tiré au sort pour gagner le droit d'acheter une paire. C'est quelque chose qui est devenu très courant en France, en Europe et aux États-Unis maintenant aussi. Alors qu'avant, il y avait un système qui s'appelait le camp. Donc vous aviez des gens qui vouliez une paire de chaussures particulièrement. Vous aviez des gens qui restaient devant le magasin 1, 2, 3 jours, 4 jours, qui faisaient des relais pour être sûr d'avoir cette paire, tout ça. Comme pour la PS2. Voilà, ouais, exactement. C'est ça. Comparaison. Et en fait, quand nous étions en Corée avec Alexandra, on s'est retrouvés pour une sortie d'une Yeezy pour le Black Friday. Et ça m'a interloqué parce que c'était le système à l'ancienne où vous aviez des gens il était minuit passé, ils étaient devant la boutique avec leur petite chaise de camping à attendre justement la sortie de la paire, et c'était le système vraiment à l'ancienne. Et d'un autre côté, j'ai eu l'occasion d'aller chez Jordan à Hongdae, qui est une boutique énorme, et pour avoir accès à des paires particulières de Jordan, on vous demandait de venir dans la boutique pour vous inscrire avec un vêtement Jordan et une paire de chaussures Jordan, et à partir de là vous aviez le droit de pouvoir vous inscrire. Okay. Chose qui n'existe pas chez nous parce que c'est pour les non initiés régulièrement, surtout aux États-Unis et en France quelquefois, ce genre de choses n'existe pas et n'existe plus parce qu'il y a tout le temps des débordements. C'est pour ça que ce système a été mis en place chez nous à cause de ça, parce qu'il y avait beaucoup trop de débordements, et là-bas ça marche encore, et c'est assez cool de voir que ça marche et que vous arrivez avec votre paire de chaussures et votre pull et on vous dit bon ben voilà, on vous tape dans la main, ben merci, ben t'as une chance, reviens ce soir et on verra si tu l'as gagné quoi. Bah, c'est très asiatique comme comportement de manière générale, hein. Si on peut élargir ça, la Corée et le Japon, comme le disait Arzel, les gens font la queue par exemple pour une PlayStation 2, une Switch ou en l'occurrence des chaussures, donc vraiment ça m'étonne pas trop, et surtout il y a une très très grosse sacralisation comme tu disais, du porté. Et j'aimerais savoir aussi si du coup les femmes ont tendance à aussi du coup rentrer dans ce sneaker game. Alexandra, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je suis une néophyte, donc mon avis va être un peu différent. Je sais que le sneaker game, un peu tout le monde y est en Corée. Clairement, on a les personnes plus âgées qui vont avoir leur contrefaçon, donc comme on le disait, Chanel, etc., qui auront beaucoup les fausses Converse, etc. Et les jeunes, effectivement, même les jeunes femmes, sont dans le sneaker game. Après, il y a différentes approches. Moi, je partirais plutôt de l'approche pratique et de l'approche esthétique. Et c'est vrai que, voilà, j'ai pas trouvé de jeunes femmes coréennes comme j'en ai trouvé
américaines et françaises qui sont très sérieuses dans le sneaker game, qui ont des comptes Instagram, qui font beaucoup de followers, qui ont des vraies collections. Donc à ce niveau-là, j'ai pas d'estimation. Comme Glimelli et tout ça, on peut les connaître ici. Très bonne ref. Par contre, je vois que les jeunes femmes portent beaucoup de streetwear et portent beaucoup de sneakers, mais des paires, j'ai pas vu particulièrement des paires rares, une ou deux fois, parce que Jo m'a dit regarde, c'est une paire rare. Mais sinon, honnêtement, ça m'a pas tapé à l'œil. Je sais qu'elles en portent beaucoup, qu'elles portent de toutes les marques qu'on a ici, les Vans, les Adidas, etc. Mais j'ai pas l'œil. Honnêtement, je n'ai pas l'œil. Alors, t'es assez humble, hein, parce que... Et vraiment, regardez sa paire, quand on sortira de scène, elle est trop bien. Ouais, c'est le feu. Mais du coup, ces Coréennes, du coup, lorsqu'elles doivent se fournir en vêtements ou en chaussures, est-ce qu'elles ont tendance plutôt à faire comme, du coup, la majorité des Françaises, elles vont sur un site X, tu vois, genre, et elles achètent tout... Pardon. Désolé, voilà. Alors, est-ce qu'elles vont sur Zalando pour acheter leurs chaussures et leurs vêtements, ou alors plutôt elles ont tendance à aller dans des boutiques? Ne vous inquiétez pas, ce sera coupé. C'est ça le porno. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup cet aspect d'aller dans les boutiques, d'aller faire les boutiques. C'est aussi pour ça qu'il y a... Enfin, quand on va dans Séoul, dans beaucoup de quartiers, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. Des gigantesques centres commerciaux avec des dizaines et des dizaines de boutiques. Donc, je pense qu'il y a encore ce côté où on achète en boutique physique. Surtout qu'en Corée, les gens ont peu de boîtes aux lettres et s'en servent très peu. Tout ce qui est colis, tout ce qui est courrier, c'est pas quelque chose qui est si commun encore. Justement, enfin, moi j'avais proposé à mon amie de lui envoyer un courrier, enfin un colis. Elle m'a dit oh mais j'ai pas de boîte aux lettres. Ah, c'est quelque chose qui est assez compliqué le courrier en Corée. Donc je pense que quand même le côté un peu palpable des boutiques existe encore et on a, excusez-moi, beaucoup de monde dans toutes les boutiques en général. Les jeunes filles essayent, enfin les jeunes hommes, je pense aussi, essayent beaucoup et font leur choix à l'ancienne. Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut lire sur le Japon aussi, dans le rapport au e-commerce. Alors, je sais pas si dans le public, vous avez déjà essayé d'acheter des produits japonais en France, produits coréens en France. Au niveau de l'import, c'est une galère. C'est horrible. Les sites sont hideux, souvent. Donc, c'est vraiment l'expérience, en tout cas, d'achat a l'air de passer par le magasin et, comme tu le disais, par l'essai. Si, juste à titre d'exemple, Amazon Japon, ça va. Si vous allez sur Yahoo Auction, bon courage à vous. C'est un peu la cour des miracles. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ça m'étonne du coup pas trop qu'ils aient tendance à aller plutôt en boutique. Vraiment. Puis en plus, ça permet d'avoir vraiment une expérience client et tout ce genre de choses, sachant que il me semble que les Coréens ont tendance à beaucoup apprécier, comme on l'a dit plutôt, le luxe et du coup l'objet vêtement. Pardon, je t'en prie. L'objet vêtement, oui. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup surpris justement dans tout ça, c'est que par exemple, l'objet vêtement, les soins et tout ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué, enfin, pas vraiment manqué, mais interpellé, c'est que l'objet parfum en Corée est très peu présent. On a croisé des boutiques de parfums, il y a des parfums, mais c'est toujours discret. On passe pas dans la rue, on se dit « Ah, c'est Coco Mademoiselle, ah, c'est Alien ». Non, on ne sent pas, c'est des parfums toujours très discrets. Nous, je pense que dans les rues, ils devaient se dire « Mais ils cocotent !» Ces Américains, mais ils cocotent ! Parce que c'est vrai que ça, autant il y a une apparence qui est très travaillée, autant c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Il n'y a pas... Où nous, on met des aftershave et tout ça. C'est quelque chose, par contre, qui m'a un peu surprise. Alors, est-ce que... Je sais pas, Jo, t'as eu la même impression, mais moi, ça m'a un peu étonnée. Oui, on voit pas, on voit même pourtant on voit des chaînes de parfumerie, on a même vu des Sephora, pour vous donner un exemple. Le démon. mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté, justement, voilà, croiser quelqu'un, on dit, ah tiens, sans même reconnaître le parfum, il sent bon. Il n'y a pas ce côté, il y a pas ce côté, justement, parfum, il n'y a pas, c'est ça qui est... Il y a la cosmétique, pour le coup, qui est très présente, mais le côté un petit peu... On se cocotte un peu, et tout ça, ça n'existe pas. C'est pas... Ça rejoint pas mal le côté... L'approche
voulu, en tout cas naturel. C'est-à-dire, on a sa vraie odeur, on a sa, entre guillemets, vraie carnation. Ce qui est recherché, c'est une beauté, en tout cas naturelle, et donc peut-être pas trop en faire ou pas montrer qu'on en fait trop. Même si on va faire de la chirurgie. Mais j'imagine peut-être pas trop, ou, genre j'imagine des augmentations mammaires incroyables. Je sais pas si c'est des choses que vous avez trop vues, ou si c'est genre hors sujet complètement. On est sur un visage fin, une peau claire, vraiment, et un corps très fin. C'est très bien vu d'être très 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 fine, au point que quand on monte des escaliers, ça nous marque des fois sur les marches combien de calories on a dépensé en montant 3 marches. Ah ouais, Ou quand on prend l'escalator, on nous dit qu'on aurait brûlé tant de calories si on avait pris l'escalier. Non, c'est vraiment une société qui encourage mais de la même façon qu'on les voit faire du sport dans la rue, etc., qui encourage un type d'apparence très, alors entre guillemets, sain, qui est très sain, voilà, très athlétique. Et justement, les chirurgies, c'est toujours pour avoir un nez fin, un visage fin, mais jamais on verra des augmentations des fesses, des seins, on verra plutôt des sortes... On a croisé des personnes qui avaient fait beaucoup de chirurgie esthétique. Ça se remarque parce que comme dans les émissions américaines, quand il y a beaucoup de choses qui sont refaites, on arrive sur une sorte de poupée en termes d'apparence, avec des très grands yeux, un visage très fin avec un menton triangulaire, un visage comme on peut voir dans les émissions américaines où elles se font refaire le visage. C'est vraiment un visage très... Je saurais pas comment dire. Donc c'est très standardisé, quoi. Voilà, très standardisé. Ok. On donne tous rendez-vous à la clinique la plus proche, hein, et puis on essaye de tendre vers le visage le plus fin de la Terre. Exact. Et du coup, tu nous as choisi une petite musique afin de tranquillement boucler notre petit live. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus ? Jo va vous en parler très bien. Let's go. Je suis un peu matrixé par cette chanson et ce groupe, du coup, grâce ou à cause d'Alexandra. En Corée, il y a un groupe qui a percé il y a, arrête-moi si je dis des bêtises, 2 ans, presque 3, qui s'appelle Twice, qui a 2 chansons phares, et ces chansons phares passent en permanence partout, dans les rues, à tel point que je pense qu'elles sont tellement aimées qu'ils en ont fait un medley des 2, et on entend le medley, et vous avez des jeunes qui dansent dans la rue sur ces chansons-là, vous rentrez dans les boutiques, c'est ces chansons-là, vous avez l'impression ça tourne en boucle en permanence. Et pour vous donner un autre exemple aussi, dans le même style aussi, on était à la période de Noël, on a mangé du Maria Carey dans toutes les boutiques, dans toutes les versions possibles, dans toutes les covers possibles en permanence. C'est du matraquage, presque. Donc c'est pas Maria Carey que t'as choisi. Non, du coup c'est... Dommage. Malheureusement. C'est plus Noël. C'est vrai. Donc on va vous mettre cette petite musique pour terminer. De Twice. Voilà, exactement, de Twice. Écoute, je vous remercie, Jo et Alexandra, de nous avoir permis de faire ce petit live avec vous. Merci à vous de vous être déplacés, et à Podcut d'avoir organisé la journée. On va laisser place au prochain podcast et apprécier donc le générique de fin choisi par Jo et Alex.